Comment devient-on écrivain? Eh bien, pour moi, on ne devient pas écrivain, on est écrivain. On est écrivain et On après est N apostrophe ST, oui, mais on est NAIT aussi. également. Mais c'est bien de dire qu'on est écrivain, mais c'est quand même du boulot, non? Ou c'est comme ça de la magie, on l'est et puis il suffit Non. d'écrire? Non, non, bien sûr que non. C'est bon, c'est du boulot, mais en fait, c'est aussi quand même, ça vient dès le départ, dès l'enfance, dès la jeunesse quand même. Faut pas oublier, j'en ai déjà un petit peu parlé. Oui, mais là c'est comme si on n'avait jamais rien dit. Là Bon, c'est tout, on reprend tout comme de zéro, parce qu'on ne va pas obliger les gens de lire ce qui est écrit, là, les gens écoutent. Non. Donc Oui, dites bon, l'essentiel. On est à bon, l'essentiel d'accord. du devenir écrivain, d'être écrivain. Je pars du principe que être écrivain, d'abord, est-ce que je suis écrivain? Bon, ça c'est autre chose, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent écrivain finalement. Est-ce que moi-même je suis écrivain? Je n'en sais rien, j'en sais rien du tout. Je sais que j'écris et que j'ai un besoin qui est vital. J'ai besoin d'écrire. Alors dans la mesure où j'ai besoin d'écrire et où ce besoin remonte donc à ma plus tendre enfance, je pense avoir le droit, tout au moins donc, de mon point de vue, de dire que l'on est écrivain, autant du verbe naître que du verbe être. Et bon, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est qu'effectivement, quand j'avais 7 ans, donc pendant une longue maladie, on a passé mes parents, ma mère m'achetait un livre tous les jours, un petit livre tous les jours. Mais vous voyez, quelques voitures. Il y a quelques voitures à manquer, Carciment, oui. À manquer. Quand même. Oui. Moi qui croyais que c'était... Non, on est dans un endroit mais non. paisible, mais de temps en temps il y a un petit bruit de fond, ça passera. C'est bien. Donc quand j'étais gosse, la lecture a été une alimentation permanente. Et donc on est un peu perturbé. On est perturbé effectivement, mais il y a de la vie à Montcuq, il ne faut pas croire. On est perturbé. Et, bon, et puis petit à petit, j'ai écrit mon premier poème à 7 ans. Et puis finalement, peut-être le subconscient a-t-il travaillé, peut-être que je me suis dit, ces histoires que je lis, peut-être que moi aussi je pourrais en écrire. Mais vous n'allez quand même pas dire, comme certains, comme Paul Auster par exemple, je suis écrivain parce que je ne sais pas faire autre chose, j'aurais pas pu faire autre chose, parce que vous avez fait autre chose dans la vie. Oui, j'ai fait autre chose. C'est pourquoi je dis souvent que la littérature m'a, entre guillemets, bouffé la vie. Expliquez. Alors j'explique, c'est que je suis d'une génération où on avait tendance, les parents avaient tendance à dire à leurs enfants, ben, si tu allais dans telle direction, et puis finalement on allait dans la direction, on m'a dit de faire du droit, j'ai fait du droit. Et puis donc ça a fonctionné comme ça, sachant que depuis, et même bien avant, même en secondaire, j'ai passé mon temps à écrire, à penser à autre chose qu'aux problèmes de maths, et ensuite qu'au droit, et ensuite qu'à ma profession. Parce que dès que j'avais une minute de temps de libre, c'était le carnet et l'écriture, puisque bon, j'ai commencé dans les années 70 à écrire, donc c'était le cahier. Ben, j'écrivais sur mon cahier et j'ai toujours des manuscrits. Donc on peut presque dire 10 ans de droit et 50 ans de travers. Oui. 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 La littérature, c'est marcher de traverse, c'est prendre des chemins de traverse. Ben, c'est-à-dire que ça n'est pas, c'est prendre des chemins de traverse à partir du moment où on ne suit pas sa voie. Donc vous, votre voix, vous êtes certain, c'est d'écrire. En fait, c'est ça. Votre voix, c'est... Ma voix, c'était d'écrire. Et c'est pour ça que Paul Auster n'a pas tout à fait tort, parce que je pars du principe, même si j'ai réussi finalement ma vie professionnelle, je pars du principe quand même que j'étais fait pour écrire, et que mon chemin c'était effectivement l'écriture. Il n'y a pas de problème.
Donc d'être passé par autre chose, donc cette autre chose c'est une vie professionnelle classique, une activité, Oui. c'était uniquement pour l'argent? Ou c'est parce que vous ne pensiez pas pouvoir vivre de la littérature vraiment, vous n'étiez pas prêt à... Déjà, faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi dans la mesure où de toute façon, oui, je me répète un petit peu. Mais non, vous ne vous répétez pas, c'est la première fois devant la caméra. Non, compte tenu de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est une question question de génération quand même. On prend une direction qui n'est pas celle que la direction... Qui était au fond de vous, intrinsèquement, existentiellement. Et puis on la prend, et puis on y va. Et on suit le bonhomme de chemin. Et après, effectivement, on se dit, on crée une famille, et bon, il faut quand même qu'elle vive, cette famille, et on va comme ça, jusqu'au bout. Et quand, ce que vous m'expliquez, ce que maintenant vous consacrez pleinement à la littérature, mais ces idées-là, vous les aviez déjà en vous quand vous aviez 30, 40 ans, et vous étiez dans un monde professionnel. Est-ce que les gens comprenaient votre démarche, ou est-ce que finalement vous n'en parliez pas? Eh bien, ils comprenaient la démarche. Donc vous pouviez en parler déjà? Moi, vous avez toujours parlé que vous êtes... J'ai toujours pu en parler. D'abord, bon, déjà avec mon père, peut-être un peu moins. Mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, mes premiers écrits, c'est ma mère qui les tapait. À l'époque, elle reprenait ce que je lui donnais, tout ce que j'avais pu écrire, et ensuite elle les tapait. Donc, et elle jugeait tout ça. Lorsque j'ai été en secondaire, j'ai eu des professeurs, que ce soit Roger Vrigny, qui avait eu le prix Femina et le prix de l'Académie française, que ce soit Pierre Sylvain, l'une des plus belles plumes pour moi, et un ami comme Roger Vrigny, ce sont des gens qui m'ont suivi jusqu'à leur mort. Et donc le Roger Vrigny, je l'ai connu, j'étais en seconde, je crois, en troisième ou en seconde. Il m'a suivi jusqu'au bout. Et il savait que j'écrivais. J'ai toujours pu en parler. Lorsque je suis entré dans l'administration des douanes, je suis resté que 5 ans, je vous rassure. Et là, le directeur que j'avais, il me dit « Mais mon pauvre Glatt, vous sclérosez chez nous ». Et il a fait en sorte que je quitte l'administration. On a eu beaucoup de mal d'ailleurs à tous les deux. Et il a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour que je quitte l'administration. Et je suis rentré donc dans un cabinet de conseil où j'étais quand même beaucoup plus libre. Et dans ce cabinet de conseil, que s'est-il passé? Il se trouve que j'ai rencontré, parce qu'il avait besoin de mes conseils, j'ai rencontré le gérant de Calman Levy. Et le gérant de Calman Levy, donc, me parle... Qui est un éditeur, on précise. Tout le monde ne sait pas forcément. Qui est un éditeur. Et donc, c'était Alain Ullmann, qui d'ailleurs lui-même, il écrivait les chansons, la musique des chansons d'Amalia Rodriguez. Et donc, il me dit, mais je lui en parle. Et il me dit, mais on a un très bon directeur littéraire maintenant, et ce directeur littéraire, c'est Roger Vrigny, etc. Et je lui dis, mais c'était mon professeur. Comme quoi, le monde, vous pensez vraiment que le monde tourne en rond sur quelque chose qui s'appelle la littérature? Non, il ne tourne pas en rond du point de vue de la littérature. Non, sur quelque chose qui s'appelle la littérature. Le monde sait faire en sorte, fait tout ce qu'il peut, lorsqu'il le peut, pour nous remettre sur le droit chemin. Et ça a toujours été comme ça. Sur le droit chemin, c'est-à-dire sur le chemin de notre véritable destin, quoi. La voie spirituelle, je ne vois que ouvrir les portes verrouillées par toutes sortes de douleurs. La voie spirituelle, je ne vois que pour dessouder les barreaux.